peut dire ça comme ça. C'est les cadenas de l'amour. Nico, Jo, c'est quoi pour toi la pop culture? Quoi? j'en ai marre de cette question. Ah oui, mais bon, il faut qu'on se la pose, c'est notre boulot, quoi. En vrai, il suffit de changer un mot à la question pour que ça devienne tout de suite plus intéressant. Genre, au lieu de c'est quoi la pop culture, tu fais c'est quand la pop culture. Ouais, c'est quand la pop culture? C'est où la pop culture? Ou alors, t'enlèves juste une lettre à la question et au lieu de faire c'est quoi la pop culture, tu fais c'est qui la pop culture. Ah, c'est qui la pop culture? C'est Ouais. pas mal, hein. Mais quand même, je suis pas certain que MCM nous commande un documentaire sur la question, quoi. On demande, ça se tente. On peut demander. On peut demander. Du tout, hein. On est où? On est à New York. Bon, alors franchement, Nico, je pensais pas qu'ils allaient dire oui, mais en fait, MCM a accepté ce doc. Donc maintenant, on a une mission, répondre à cette question qui vraiment ne fait aucun sens. Qui est la pop culture? Et pour y répondre, nous nous sommes rendus dans l'une des villes les plus filmées au monde, Montluçon. New York. New York, la ville qui ne dort jamais aux 8 622 698 habitants, qui accueille depuis 2006 chaque année près de 200 000 fans de cinéma, de comics, de musique, de jouets, de jeux vidéo. Il y a 12 ans, la première New York Comic Con officielle ouvrait ses portes. Mais la grande histoire des conventions débute des années plus tôt, le 27 juillet 1964 précisément, dans une salle des fêtes de New York. C'est là qu'une centaine de personnes se réunissent dans ce qui allait devenir dès 1968 la New York Comic Art Convention, fondée par Phil Soling. La légende raconte d'ailleurs que le tout premier acheteur du premier ticket pour la première convention de comic books fut nul autre que George R.R. Martin, futur auteur de Game of Thrones. Mais c'est véritablement dans les années 70 que le mouvement prend de l'ampleur. De l'autre côté du pays, à San Diego, Sheldorf, 36 ans, est un éditeur en perte de vitesse vivant chez ses parents. Il fait la connaissance de Richard Alf, 17 ans, ainsi que de Ken Kruger, Mike Torrey et le tout jeune Barry Alfonso, 12 ans à peine. Le point commun de ces 4 personnes, ils sont tous fans de comic books et ont beaucoup de temps libre. Cette passion commune pour un média alors considéré au mieux comme un divertissement pour enfants, au pire comme le véhicule de valeurs peu respectables, fait d'eux des outsiders. Et alors, les 5 amis décident de créer quelque chose à la gloire de ces héros de papier. Un événement qui leur permettra de s'amuser, de peut-être gagner un peu d'argent, mais surtout de rencontrer leurs auteurs et dessinateurs de comic books préférés, comme certains peuvent déjà le faire à New York. D'accord, donc en fait, ils se sont inspirés de New York pour Oui. faire un truc énorme à San Diego. Oui. Et San Diego a inspiré un truc énorme à New York, mais Oui. cette fois-ci le leur, quoi. C'est exactement ça. Bravo! Mais bravo, Nico! T'as tout compris! Il est Limpide. super, il est super. Après une journée test en mars, la toute première San Diego Comic Con officielle se tient du 1er au 3 août 1970 et rassemble 300 personnes. Les invités se nomment Ray Bradbury, auteur de Fahrenheit 451, présent à l'événement gratuitement, et Jack Kirby, excusez du peu. L'année suivante, 800 personnes participent. Pour sa 3e édition, la convention attire près de 1000 passionnés. La machine est en marche, dirigée par une bande d'adolescents accompagnée d'un businessman fauché. En 2005, la barre symbolique des 100 000 participants est franchie. à l'origine destinée aux lecteurs et lectrices de comics, la convention, devenue un rassemblement honoré par le Guinness Book des records comme le plus grand festival du monde dédié à la pop culture, a engendré des héritiers, comme la Comic-Con de Delhi, celle de Paris ou bien celle Made in New York. Plus important encore, ces événements attirent désormais les cinéphiles, les toy addicts, les mordus de manga, bref, de tout ce qui est cool, de tout ce qui est pop, de tout ce qui nous fait vibrer. Hollywood l'a bien compris. Et tous les ans, désormais, chaque Comic-Con accueille acteurs, auteurs, réalisateurs et trailers exclusifs. Le succès actuel des méga franchises de super-héros, les studios le doivent aussi à ces grands rassemblements au sein de halls pleins à craquer, faisant ainsi monter la tension, l'excitation, l'attente.
Le responsable de cette joyeuse messe qu'est la Comic-Con de New York, c'est lui, Lance Fensterman, président de ReedPop et organisateur de l'événement depuis la première édition en 2006. Il est également l'instigateur de la Comic-Con parisienne, mais selon lui, celle de New York a ce petit truc de totalement différent, d'unique. Et ce truc en plus s'impose comme une évidence. It's a very New York sort of feel, you know? So it's where comic books were born in the United States. It's the publishing capital of the United States. It's the media capital of the United States. But also, you know, New York happens to be full of New Yorkers. And we are a very unique breed. So the show takes on a vibe and an edge that is uniquely New York. I'm back in New York. I'm back. Even the building we're in feels like New York, right? It's not spread out, it's vertical, you know what I mean? There's no like space, it's just you walk off of a 6-foot sidewalk and you're in the building, everything's tight. It's just very got that New York vibe, and it's rooted in the comic arts, you know? And then followed by a lot of television, a lot of TV comes from New York. So it really, I think, takes on the character and the reflection of the city. I'm back in New York. I'm back in New York. Oh la vache. Ah bah, alors, j'ai plus un radis là, ça y est. quelques emplettes. Oui, j'ai acheté que des jouets, tu vois. Hein, c'est... Et alors, je vois pas de Funko Pop. Bah, je vois pas pourquoi tu verrais des Funko Pop, j'aime pas ça. Donc, C'est pas les jouets du moment? non, c'est pas les jouets du moment, ça fait partie des jouets du moment. Tu sais, le monde du jouet, Nico, c'est une grande guerre sans fin. Il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants, il n'y a que des soldats qui souffrent. Mais en ce moment, dis-le. Oui, bon, en ce moment, d'accord, c'est Funko qui gagne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Voilà, d'accord, t'es content? Ça me va. En 2018, c'est extrêmement bizarre, l'industrie du jouet se porte à la fois bien et pas bien. Les adultes n'ont jamais été aussi consommateurs, collectionneurs nostalgiques, capables d'anéantir des budgets faramineux pour des figurines, tandis que d'un autre côté, l'enseigne historique Toys R Us ferme définitivement ses portes aux États-Unis. Toys R Us closing, I think that's more just that idea that I can make a 100,000 square foot store and I can just throw a bunch of stuff in it and people will come. I think that's over in all industries. Like they have to be tighter, more specialized, and go deeper. There can't be just like, here's the one Optimus Prime for everyone. It's like now I need to make 6 different Optimus Primes for 6 different people. La fermeture des grands magasins de jouets est clairement un signe que les temps changent, que les modes de consommation ont évolué et que l'attente générée par les jouets s'est complètement déplacée d'une génération. Et les grandes personnes qui aujourd'hui achètent du jouet, comme beaucoup, sont des traumatisés de Star Wars. I think I was hooked from that point on. As soon as Darth Vader walked out, that was it. I was done. I was all Star Wars. That was my life. And in the 70s and now, that just came hand in hand with toys. So, of course, Christmas after that and birthdays after that was all Star Wars toys from then on. Mais pourquoi diable les enfants ne sont-ils plus fascinés par les jouets? Peut-être parce qu'Internet rend trop facile la manière dont peuvent être consommées les œuvres dont ils sont issus. C'est bien connu, quand quelque chose devient trop facile, c'est forcément moins excitant. When I grew up with Star Wars or G.I. Joe or Transformers, but especially Star Wars, I could never see that movie again. It came out in the theater one time. The only way I could relive the experience was with the toys. And that's why the toys mean so much more. You get a little later into the 80s, and you know, Transformers and G.I. Joe, I could watch it for half an hour after school, but I still experienced most of my content through the toys. Nowadays, my kids can watch any show they want, 20 episodes at a time, all day long, and so they see it all the time, so needing that physical toy isn't the same thing. Les enfants ne veulent plus de jouets? Tant pis.
Certaines marques ont bien senti le filon des jouets collector et en fabriquent désormais à la chaîne, ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Franchement, Funko, c'est simple à faire, c'est des bouts de plastique tout pourris, le design est plutôt moche, alors les gens peuvent trouver ça joli. Mais ça cartonne. I mean, it's pop culture, so everyone is a fan of something, so that's kind of like what our mantra is, and you know, everyone's going to love something in our booth, and that's kind of how we've grown and expanded and created new lines, and you know, people are just a fan of collectibles. Et ce carton, on le doit en grande partie aux collectibles exclusifs, produits en plus petite quantité et réservés aux gens capables de se rendre aux événements durant lesquels ils sont mis en vente, comme la New York Comic Con. Dans l'industrie, il faut voir le matin qu'on se forme les queues pour aller chercher les Funko exclusifs du Comic Con. C'est une armada. We do a lot of exclusives, which makes, you know, a lot of our products more rare. So at this booth specifically, everything in here will have a New York Comic Con exclusive, and that's what makes it a hot item that people want to come into the booth. Ils sont vendus pas cher, c'est facile à produire, et maintenant leur présence dans les boutiques, c'est ça qui a permis de survivre à des boutiques de jeux vidéo. Les boutiques de jeux vidéo, quand tu rentres, il y a des Funko d'abord avant les jeux vidéo. Difficile de le nier, les Funko Pop sont partout, reconnaissables au premier coup d'œil, pas chers et il y en a pour tous les goûts. Ils sont en position de leader. I definitely think that we're on the rise. So yeah, we want to try and be innovative and, you know, create products that are different from, you know, from other toy companies. But we're definitely on the rise and up and coming. But you generally know, you know, it's a Funko when you look at a Pop because we have a certain look with the big eyes and the bigger head. Le succès de Funko est unique, et quoi qu'on en dise, une marque de jouets affichant une telle vitalité en 2018, c'est très rare. Bien qu'envahissant, Funko reste une porte ouverte sur la pop culture pour le grand public. Et pour les autres, des alternatives existent. Certains fabricants, plus confidentiels, se creusent la tête pour créer des produits authentiques, jouant à la fois sur la nostalgie, l'esprit collector et le design. Well, for Super 7, we're coming from very much the collector side first. We all grew up as toy collectors, and we wanted toys that no one else was making. Pour atteindre sa place de chouchou auprès des amateurs de collectibles, Super 7 a travaillé d'arrache-pied. Travailler son image, ses produits, sa clientèle. Rien n'arrive par hasard. Slowly over the years, we've been able to get licenses by license, and then what do I want to have for Godzilla, or what do I want to have in Star Wars? And we've been slowly able to get it. Now you come 17 years later, and all of a sudden we have the opportunity to make all this weird stuff that no one else is going to make, but we know that the person that's like me is looking for this. C'est donc en étant passionné et en pensant comme un passionné que Brian Flynn a fait de sa petite boîte un acteur majeur du marché. Et parmi les passionnés auxquels il s'adresse, il y a des artistes. Trevor Williams, par exemple, a trouvé une manière bien à lui de magnifier sa collection de jouets. Il les prend en photo. I'm a creative director, so I have done photography and I learned, you know, by way of having to do it for product shots and things like that. It was really, I had them on my desk, as I said, and I'm like, you know, I'm gonna take a couple pictures of these for some forums, show people, you know, posing, whatever. Et ensuite, c'est l'escalade. Une fois qu'on commence à mettre le doigt dans la toy photographie, le virus s'incruste très rapidement. I could put backgrounds, I could make sets. Nobody's doing that. Well, I got on Instagram, which I had started an account a long time ago and I never used. And all of a sudden, there's hundreds of people. I'm like, this is not new. I thought I came up with this. So that was it. I just springboarded from there. It was like meteoric. En effet, la communauté des toy photographeurs est de plus en plus large. Des artistes, parfois totalement novices en matière de photo, émergent aux quatre coins du globe, poussés par leur passion du jouet. L'entraide est le maître mot, et la courbe de progression de certains photographes est parfois ahurissante. It's amazing. Every day there's somebody new coming in, and every day it seems like they're better and better and better. Yeah, I think a lot of people are learning from the people who have come before them, and now, you know, people start out and it's like they take a couple pictures, maybe aren't so good, and all of a sudden they're smoke and, you know, they're photoshopping things and it's flying through the air and it's amazing. Even kids, it's great. I think it's a really good way to collect outside of just putting them on a shelf and looking at them and keeping them in the box. It's fun. La vérité, c'est que la photo de jouets est parfois la meilleure manière pour des collectionneurs créatifs de rendre hommage aux héros de la pop culture qu'ils révèrent. I always wanted to be either a comic book artist or a director. And for me, it's kind of a creative outlet away from all the other creative stuff I do that isn't so much fun.
to kind of be a director, to be a comic book artist. It's fun. Trevor se fait appeler One Six Shooter sur Instagram. Son style est reconnaissable au premier coup d'œil, mais sa technique est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et c'est l'un des éléments principaux de cette passion en plein essor qu'est la toy photographie. On y développe des techniques à échelle réduite, ce qui laisse libre d'expérimenter avec la matière, la lumière, la météo, tout un tas d'éléments qui peuvent transformer une simple photo de figurine Star Wars en une œuvre d'art à part entière. Qu'est-ce que tu vas faire là, Nico? Là, en fait, il y a des box surprises. Ouais. Et il y en a une Jurassic Park 25e anniversaire. Elle coûte combien? C'est $60 et on sait pas ce qu'il y a dedans. Ça descend tellement vite les thunes, mon pote. C'est l'angoisse totale. Non mais mec, j'arrête d'acheter des trucs là, j'ai plus une thune. Oui, bah voilà, hein, vous êtes au courant, j'adore les jouets. Mais, à part les jouets et le pesto, il y a aussi autre chose que j'adore. Et moi? Oui, alors oui. Bah oui. Oui, mais pas que. Je pensais surtout aux comic books en fait là. Tu vois. Et qui dit comic books dit Comic Con. Je veux dire, ça s'appelle comme ça. Les auteurs sont les bienfaiteurs méconnus de l'industrie du comic book. Moins mis en avant que les dessinateurs et dessinatrices, ce sont eux qui créent les histoires qui marquent durablement le destin de personnages vieux de 70 ans, qui façonnent de nouveaux mondes, qui écrivent le futur de la pop culture. People hear it all the time. They go, yeah, the comics is where it's at. So that's what you see all these people here buying comics, reading comics. They love it. When I dreamed about making comics as a kid, I sort of thought I would be selling comics to people who look like me. And that's not the case, and that's really fun to see the reach all over the world and to all different types of people. Et ces histoires, entamées pour certaines depuis des décennies, sont aujourd'hui pillées par les grands studios hollywoodiens, parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. Entre les premiers Batman de Tim Burton et la Justice League de Zack Snyder, il y a un monde. Mais l'œil du public ne voit pas forcément les choses sous le même angle que celui des auteurs de comics. I'm Batman. Slow in my old age, Alfred. Even you got too old to die young. You know, Marvel has really been killing it with Infinity War and Deadpool, Black Panther, and you know, I'm very proud of Wonder Woman. I think some of the stuff we've done, but no, I mean, I think if anything, it reminds you the gravity of these characters, that they mean so much to so many people. It makes you sort of go into the writing of the comics with a little bit more reverence, a little bit more humility. Mais si nous nous penchions un peu sur les inspirations des scénarios de films. Batman Begins, par exemple, est inspiré de Batman Year One de Frank Miller. Sa suite, The Dark Knight, pioche allègrement dans le Long Halloween de Jeff Lieb. Et Marvel fait pareil, préparant depuis 10 ans maintenant son Infinity War, adaptation de la saga galactique de Jim Starlin, The Infinity Gauntlet. The nice thing we say in comics that I'm sure maybe the movie and TV guys don't like, but they follow us. The movies and TVs are based on the books. So we can't start doing what they're doing because then they won't have anything new. It becomes a circle. So we're always trying to see what they do just so we know where they're at and move it forward and push it and change it and make the stories for the next set of movies. We lead. The comic books are the first version of this story. So usually they're adapting us. So so if they're making our stories from 5-10 years ago, we're already on to the next thing. We're experimenting with form, we're experimenting with story, we're taking big chances, and the ones that work, they'll come and see if they want to adapt them. Cela dit, la simple existence de ces films prouve une chose, la mythologie comics est prise au sérieux. Et si en plus de cela, elle permet de rapporter beaucoup d'argent, c'est tout bénef. Sometimes you look at the TV guide, it literally looks like a comic book ordering catalog, right? I think it's great that my kids know Black Panther, you know, and are dressing up like him for Halloween, or, you know, these characters like Ant-Man that, you know, who would know that 10 years ago? So the sort of total saturation of geek culture all throughout popular culture, for me at least, is something that's pretty exciting.
Mais revenons aux comics. Comment réinventer des super-héros et sortir des codes établis ? Comment rendre excitants des personnages septuagénaires ? Afin de pimper un peu Superman, DC Comics a décidé de faire appel à Brian Michael Bendis, qui avait déjà fait découvrir l'homme araignée à toute une nouvelle génération de lecteurs avec sa saga Ultimate Spider-Man, et créé un personnage aujourd'hui adapté en série télé, Jessica Jones. There was many years where I never even considered it. I was just so happy where I was and focused on my work, and Miles Morales and Jessica Jones just taking up so much of my brain. 3 years ago, Jim Lee called me up and said, hey, I want to do this with you. And it was such a good idea that even though I couldn't do it, I couldn't stop thinking about it. Thinking like, you know, like John Byrne did this when I was a kid and how much it meant to me and how much it moved me. I was like, could I do that too? Could I make that move and be as honest a creator at DC as I was at Marvel? And I was scared of it. And once you're scared of something, you have to do it. Quant à Scott Snyder, il a livré l'une des meilleures sagas du justicier de Gotham City en écrivant la série Batman durant 7 ans. Son arc La Cour des Hiboux est aujourd'hui considéré comme un classique. Qu'est-ce qu'on fait après un truc pareil ? Eh bien, on va plus loin, on tape dans la Justice League. Mais là aussi, le défi est de taille. On parle tout de même de la première équipe historique de super-héros. I'm writing Justice League as though I never am going to write another superhero comic after it, where I want it to feel like it has every single idea, every villain, every hero, you know, every crazy mythological sort of revelation that I can muster. I mean, I want this to be like my giant opus for superheroes. It's my love letter to superhero comics. So I have like a 50-issue plan. It all kind of builds to something next summer that's, you know, gonna blow everything out. I really, for better or worse, it's my opus, superheroes. Bon alors les super-héros Marvel, DC Comics, c'est bien mignon, mais il existe aussi un monde parallèle et merveilleux que l'on nomme l'indé. Et comme dans les jeux vidéo, la musique ou le cinéma, c'est parfois dans les circuits indépendants qu'on découvre les vraies nouvelles perles. It's the same as a restaurant. You don't want to go to a restaurant that only serves one thing. I mean, sometimes you do, but you want all types of things for all appetites. And Marvel and DC are amazing, and I grew up reading Marvel comics, and I love Marvel. But you can't just have superheroes forever. So, you know, it's nice to have romance and crime and horror, and that's what you know the independent publishers are doing. And it's, you know, the same as movies. You don't just have one type of movie in the movie theater, and comics is doing that, and it's beautiful to see all the different stuff. Image Comics, Valiant, Black Mask, Boom Studio, IDW, autant de chemins de traverse que les fans de comics peuvent emprunter pour aller au-delà des deux géants que sont Marvel et DC. Sans Image Comics, le phénomène de Walking Dead n'aurait probablement jamais vu le jour. Mais le renouveau ne vient pas uniquement des États-Unis. Depuis quelques années, fait assez remarquable, c'est carrément chez les auteurs et artistes venus d'Europe que les éditeurs US trouvent un nouveau souffle, défrichent de nouveaux territoires. Et croyez-le ou non, certains ou certaines viennent de France. Brian Michael Bendis, Scott Snyder, Matthew Rosenberg, 3 très gros noms du comic book actuel, 3 hommes. Sauf que de plus en plus d'héroïnes et de dessinatrices sont mises en avant. Chaque mois, chaque jour, il y a davantage de personnages féminins qui sont créés et les femmes sont désormais des actrices majeures de cette industrie. Parmi elles, Pénélope Bagieux, une auteure et dessinatrice française qu'on adore et qui vit désormais à New York. Et elle était ce week-end à la New York Comic Con pour recevoir un prestigieux prix, le Harvey Award, du meilleur album de bande dessinée européenne. C'est en France, grâce à son blog Ma vie est tout à fait fascinante, que nous avons découvert cette dessinatrice et auteure qui semblait avoir le chic pour saisir l'air du temps. Depuis quelques années, elle vit à New York, la Comic-Con elle connaît, elle y vient souvent, mais 2018 a une saveur différente. J'ai reçu un prix cette année, j'ai reçu le Harvey Award de la meilleure BD européenne, complètement par surprise. J'avais prévu de venir quand même, mais du coup je viens un peu en me la racontant, j'avoue. Un Harvey Award en France, ça peut ne pas vous dire grand-chose, mais aux États-Unis, c'est quand même un gros truc. C'est un peu prestigieux dans le sens où les Eisner c'est les Oscars et les Harvey c'est les Emmy, c'est ce qu'on m'a expliqué. Voilà, je vois pas bien en quoi les Harvey c'est les Emmy, mais en gros c'est le prix du Comic-Con de la côte Est et les Eisner c'est le prix de San Diego. Donc c'est cool et ils ont un prix spécial pour la BD européenne, donc ça fait un peu
handisport. C'est un peu la petite catégorie à part, mais bon. I don't know how to put this, but I'm kind of a big deal. Bon ok, recevoir des prix des mains des Américains, on se doute que ça fait plaisir. Jean Dujardin ou Marion Cotillard ne diront pas le contraire. Wow, putain, génial, merci, formidable. Mais concrètement, travailler aux États-Unis pour une artiste européenne, c'est confronter son travail à un nouveau regard, plutôt bienveillant. Un regard hyper respectueux sur cette BD qu'ils considèrent presque comme une forme d'art, un peu d'artisanat, parce que c'est pas des numéros de série qui sortent tous les mois et que du coup ils voient ça presque comme un roman. Après ça reste vraiment de la niche du coup aussi. Mais ils idéalisent complètement la France et l'Europe pour la bande dessinée. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en France, tout le monde lit de la bande dessinée toute la journée, que les auteurs de BD sont des rockstars millionnaires et que tout le monde a vachement de respect pour les auteurs de BD en France. Et que personne ne dit jamais « Ah, donc tu fais des livres pour enfants ?» alors que tout le monde sait bien qu'on dit exactement ça en France tout le temps. Mais du coup, par exemple, la plupart des auteurs américains, si ce n'est pas déjà fait, ils rêvent d'aller à Angoulême. Ils se disent « Ah, Angoulême, c'est vraiment la terre promise de la BD et tout ça, donc c'est marrant. » En revanche, à continents différents, méthodes de travail et usages différents. Pour la BD, c'est pareil. En France, il y a un peu un aspect sacré, intouchable autour de l'auteur, qui est c'est un artiste qui fait son truc. Le moins, il faut le déranger le moins possible, il faut l'aiguiller un peu, mais sans plus. Alors qu'ici, il y a vraiment un rapport de boulot à deux avec l'éditeur. D'ailleurs, peut être un peu une agression pour un auteur français au début. C'est que l'éditeur te dit vas-y, propose-moi des thèmes et je te dirai si on fait ton livre, quoi. Ce qui est assez étonnant pour un auteur européen. Et du coup, dans l'autre sens aussi, c'est assez étonnant pour eux, c'est qu'ils sont peu habitués à la susceptibilité d'un auteur français. Ça ne se passe pas forcément toujours très très bien. Donc il faut le savoir, mais en fait je pense que c'est plutôt la France qui est une exception parce que c'est aussi quelque chose que j'avais observé avec les éditeurs japonais. Je pense qu'en fait il n'y a vraiment qu'en France qu'un éditeur te dit c'est un auteur, c'est un animal sauvage, il faut le laisser faire son truc. Je crois qu'il n'y a vraiment que chez nous que c'est comme ça en fait. Donc moi je trouve ça super enrichissant de travailler avec un éditeur américain qui ne perd jamais complètement de vue qu'on est là pour vendre des livres. Alors un éditeur français non plus, mais c'est peut-être dit de manière plus claire par les éditeurs américains. En 2016, Marvel donne à plusieurs dessinatrices et dessinateurs français l'opportunité de signer les couvertures de plusieurs de leurs séries mensuelles. Bastien Vives réalise une magnifique illustration pour Spider-Man, Boulet s'attaque à Deadpool, Lewis Trondheim aux X-Men, Johan Sfar au Punisher. Beaucoup de mecs, mais heureusement, une fille se dresse fièrement parmi eux, Pénélope Bagieux et sa couverture très pop de Miss Marvel. Bosser pour Marvel, c'est pas un peu la pression? Alors c'est intimidant, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu envoies un truc, tu as la main qui tremble. Et à la fois, je pense qu'eux, ils avaient vraiment signé pour ce truc-là en connaissance de cause, c'est-à-dire en disant fais ton truc et on ne te met pas du tout de cahier des charges. Il n'y avait pas du tout de contraintes en fait. Donc moi, on m'a collé Miss Marvel vraiment parce que j'étais la seule femme de la liste et que du coup, on m'a mis Miss Marvel. Mais c'est pas grave parce que j'adore Miss Marvel. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que ça fait assez comics, est-ce que ça fait assez Marvel? Et en fait, il fallait vraiment pas du tout faire ça parce que eux, ce qu'ils aimaient, c'était justement l'idée de demander à des dessinateurs. D'ailleurs, les dessinateurs à qui ils ont demandé, c'est des gens qui n'ont pas du tout un style Marvel, quoi. Donc eux, ils voulaient vraiment que ça change et que ce soit quelque chose de différent. C'est bien simple, aux États-Unis, tout diffère. Aucune raison donc que les lectrices et lecteurs échappent à la règle. En nous baladant dans les allées de la Convention, on croise des fans qui savent parfaitement comment se comporter face aux artistes locaux. D'où un petit décalage surprenant lorsqu'ils sont soudain confrontés à une auteure-dessinatrice venue de France. Le public américain dans les conventions, ils sont pas habitués à ce qu'on leur fasse des dessins. Parce que les dessins, c'est dans la Artist Alley et on fait payer en fait. Et du coup, quand toi, en bonne esclave des festivals français, tu as l'habitude de faire la dédicace à la chaîne où tu fais des dessins pendant 5 heures sans rien demander, quand le bouquin arrive et que tu commences à faire un dessin, ils sont genre « Oh my God !» Parce que tu leur fais un dessin, ils sont trop contents, ils te remercient pendant 1h30, ils sont émerveillés. C'est génial, c'est trop bien, il faut absolument venir dédicacer une fois ici quand t'es français parce que c'est la pluie d'ego, quoi. C'est trop bien. Bon, si vous vous dites que pour faire de la BD aux États-Unis, il faut forcément vous y connaître en comic books, détrompez-vous. Ce n'est pas un prérequis. Mais c'est pas forcément un mal de vous y mettre. Et pour ça, la Comic Con est une porte d'entrée idéale. J'adore la BD américaine et je pense que c'est même ce que je lis le plus. J'ai pas tellement grandi avec la BD franco-belge. Et comme j'ai découvert la BD sur le tard, vraiment, j'ai plutôt tout de suite lu Charles Burns et les frères Hernandez que Tintin. Donc pour le coup, la graphic novel américaine, c'est vraiment quelque chose qui m'a nourri beaucoup. Mais c'est encore plus tardivement que j'ai commencé à lire des comics. Et puis je pense que j'ai la même petite appréhension que plein de gens, mais du coup par où on commence quand on prend une série en cours de route?
Et je pense qu'il faut un bon travail de pédagogue et de belle digestion pour t'aider à rentrer là-dedans. Mais pour le coup, le Comic-Con, c'est l'occasion. Pénélope Bagieux, figure de la nouvelle BD française, brille désormais des deux côtés de l'Atlantique. Bande dessinée donc, jouets, cinéma, avec de nombreux panels, la Comic-Con c'est un peu le cadeau qui ne s'arrête jamais. Mais n'oublions pas les plus petits stands, les indépendants, comme par exemple les artisans de chez Waxwork Records. We're a record label. Primarily, we release film scores and soundtracks on vinyl, mostly to horror movies and sci-fi, but we've branched out into comics. We're doing a lot of comic books now. We publish original comics. They come with vinyl as well, so there's an original soundtrack that accompanies the comic book for a fully immersive experience. And we're getting into toys, so we're kind of like branching out in like a lot of different areas, but at our core, we're a record label. Et les vinyles de Waxwork Records font partie des meilleurs d'un marché pourtant saturé de labels indépendants. Waxwork se spécialise dans les rééditions, voire les premières sorties historiques, de bandes originales de films de genre. Science-fiction, fantastique, horreur. Leurs principaux objectifs ? Offrir un son de grande qualité, dans des pochettes inédites, illustrées par la fine fleur des artistes pop du moment. Et ça marche. People have really taken to what we do, like with Waxwork. Our sales have grown dramatically over the past 6 years. You know, we've been around for 6 years now, and we're getting lots of like different licenses for, you know, everything from like horror movies, like I said, to, I mean, like even like superhero stuff, you know, like Marvel. So it's growing, definitely. There's definitely a thriving industry for fun stuff like this. Pourtant, dans le domaine précis du vinyle de bande originale, la concurrence est rude. Pour un label comme Waxwork, il faut faire face d'une part à la grande distribution, mais aussi à des poids lourds de ce marché de niche tels que Mondo. There's a few heavy hitters, you know, there's a couple of other labels that do like kind of like what we do. Honestly, I mean, like if I could toot my own horn, I feel as if like we've set the golden standard for, you know, like soundtracks on vinyl. It's just we go all out, you know. We don't sacrifice anything. We don't pull punches. We really like go all out and like create the most deluxe, definitive version of like whatever soundtrack or film score it is, and bring it into existence. And I feel as if like it's the standard that other companies like they're following basically. We do a Blood-Filled record. Another company does a Blood-Filled record. We fucking start naming our variants like, you know, Reanimator Reagent Green, or, you know, like Jason Voorhees Hockey Mask White, and then like other people start doing that. So it's like, it's obvious and it's great. I mean, like competition is what keeps businesses thriving, and I'm happy, you know, I'm down with it. Proposer le meilleur produit possible, mais surtout obtenir des licences exclusives, voilà le nerf de la guerre dans le milieu du vinyle. Et avec son exclu pour la New York Comic Con 2018, Waxwork frappe un grand coup en sortant pour la toute première fois la bande originale d'un film cher à des centaines de milliers de fans à travers le monde. This is the original 1990 film score. Like this has never come out in any format. There's been the original like soundtrack that has like stuff like MC Hammer, but we didn't want to do that. We wanted to release the actual film music by John Duprez, and that's never been done before. So it was a lot of like, you know, emails and phone calls and trying to reach out to people and try to figure out like who has these rights. So we worked with Nickelodeon, we worked with John Duprez, the composer, we worked with Kevin Eastman to do the artwork, and it's been like really rewarding. Like when you actually like take 2 years of your life and you dump it into like a project, and then you get this out of it, and people are so happy, you know. Mais au-delà de faire du business pour gagner sa vie, Kevin Bergeron a monté Waxwork Records parce qu'il est comme Brian de Super Seven, comme Scott Snyder lorsqu'il écrit des comics, comme Trevor et ses photos de jouets, comme vous et nous. Kevin est un fan, un passionné. So that's what kind of like keeps this driving for Waxwork, is like providing that for people, because like we're fans of this. First and foremost, I mean, like we do this because we love it. It's not a cash grab. I grew up in the mid to late 80s and early 90s, so I was surrounded by, you know, Ninja Turtles, and I'm very much into horror. Like that's kind of like, I mean, I don't know if I get horror and pop culture are like, you know, they go hand in hand. So like I'm very much into horror movies, horror culture, just horror comic books, and that's kind of like where that's what I navigate to, you know, that's my shit. Ouais, nous aussi la pop culture, c'est un peu notre truc. Et puisqu'on parle de musique, ces quelques notes vous disent forcément quelque chose. Dis donc Nico, là-haut dans le ciel, là, ça serait pas un oiseau? Ah non, c'est un avion ça. Attends, t'es sûr que c'est pas Dean Cain? Oh putain si, c'est Dean Cain.
25 ans. Il y a un quart de siècle, résonnait pour la première fois sur les écrans le générique de Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. 4 saisons à succès, de 1993 à 1997, pour 83 épisodes, durant lesquels Dean Cain, 28 ans à l'époque, endossa le costume du super-héros, et Terry Hatcher, la panoplie de Lois Lane. Ils étaient tous deux présents à la New York Comic Con pour fêter comme il se doit cet anniversaire, et bien évidemment rencontrer les très nombreux fans, sincèrement amoureux et peut-être même nostalgiques de la série, sans aucune pression pour celui qui fut rien de moins que le super-héros le plus connu au monde. It's only in the last 5 years, when I've been coming to Comic-Cons, that I've been able to meet fans and meet people and hear their stories of what the show meant to them, what their show was like with their family. Maybe they watched it with their mother or their father or their brother or their grandmother, and they would bond and be friends over that, and or maybe it got them through a hard time in school or something like that. It's wonderful. It's the best part of coming to the cons is to hear the response that people had to the show and how it was important in their life. It makes it very fulfilling for me. Terry Hatcher and Dean Cain! Une série désormais culte et un rôle d'autant plus important que Dean Cain, 52 ans aujourd'hui, interpréta un Superman lumineux, bienveillant, drôle, loin du pessimisme et de la noirceur du Superman filmé par Zack Snyder dans Man of Steel et ses suites. The world needs to know what happened and to know what he stands for. That kind of power is very dangerous. I do like the shiny and the light and the optimistic and the friendly and the warm. That's what I like for Superman. The new one, they do a very good job. The film is really well made, but it's a dark, gritty world. It's not as fun. No offense to them now, but I like that in my Superman. That's Batman's world, the dark world. So I prefer the more fun, positive Superman. That's the one I like. Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. On le dit, on le répète, on le pense, Dean Cain fut un bon et même un grand Superman. Pas aussi grand néanmoins, pardon de le dire, que celui de Christopher Reeve, qui fut le premier à enfiler la cape sur grand écran en 1978. My Superman, the one I looked at, was Christopher Reeve. I still think he's the greatest Superman of all time. Amazing, he was fantastic. I believed a man could fly, and he embodied Superman to me. So when I played the character was Clark Kent, and the disguise was Superman. So I made my Superman more along the lines of Christopher Reeve, because that was my Superman. So our disguise was Superman, and the real character was Clark. Chacun a en son cœur une interprétation phare, un acteur emblématique qui porta la cape mieux que les autres. Christopher Reeve, Henry Cavill, pourquoi pas, ou l'oublié Brandon Routh dans le film de Bryan Singer en 2006. Le nôtre, pour nous, les enfants des années 90, c'était lui, c'était Dean Cain. En arpentant les rues, on se dit que oui, Lance Fensterman a raison. New York est unique. Elle est la ville de Friends, de Mean Streets, la maison de Marvel et DC Comics. New York, c'est autant Gotham que Metropolis, les lumières éblouissantes de Times Square, que celles, blafardes, du vendeur de hot dog ou de la pizzeria du coin. Marcher dans les rues de cette ville, c'est immédiatement se souvenir de nos premiers chocs de spectateurs ou de mélomanes. Les Strokes, les Beastie Boys, le Velvet Underground, Kiss, Interpol, Blondie, tous viennent de New York. Et sans oublier Foreigner. New York, la ville qui ne dort jamais, donne le tournis. Une ville où chacun peut devenir un autre. Et pourquoi pas y trouver sa nouvelle vocation. Nico, quand t'étais petit, tu te disais que tu ferais quoi plus tard? Power Rangers blanc. Ah oui, non. Et t'avais un plan B, une issue de secours, Ouais. un truc... Power Rangers rouge. Ouais. Et en même temps, tu sais quoi, mon pote?
dans la vie, tu peux être ce que tu veux, tu peux être qui tu veux. Donc moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est go, tu vois. Arrête de rêver ta vie, vis tes rêves. Vas-y. Écoute pas les gens. C'est bien connu, une convention n'est en aucun cas totalement réussie sans ses cosplays. Plus qu'une obligation, le cosplay, mot valise composé de costumes et de play, est une véritable tradition, née un an après Superman, puisque l'on considère que le pionnier fut ce monsieur, Forrest J. Ackerman. En 1939, il se présenta à la première convention américaine de science-fiction, la Worldcon, dans un costume d'homme du futur crachant des étincelles. Un costume rudimentaire, mais l'initiative fit des émules, et c'est réellement dans les années 70, avec l'avènement de Star Trek et de Star Wars, que le loisir devint presque un mode de vie, avec ses concours et même sa propre convention annuelle au Japon. Pourtant, certains esprits un brin obtus continuent de ne voir en eux que de gentils illuminés. I've been cosplaying since before it was called cosplaying. It was kind of called you put on a costume and go out and try and entertain people. It was called bad acting back then. Mais derrière chaque personnage, chaque cosplay, se cache une femme, un homme, un fan, une passionnée qui ne compte pas ses nuits blanches ni ses sous, certains étant capables de dépenser une petite fortune pour atteindre leur objectif. I probably only spent about $300, and I say only as though it's peanuts, but I mean, in considering that some cosplays can go over $1,000 very quickly, $300 was actually pretty frugal. I literally flew to China this past Friday to get something picked up because there was a painting issue. I flew to China the same day. I was like, okay, it's not gonna make it in time, I need to go. And this was this past Monday. I've slept maybe 5 hours this whole week because I've been working on cosplay. Bien plus qu'un déguisement, le cosplay c'est une passion, un personnage à incarner de la plus précise et de la plus belle des manières. I've been playing Luke Skywalker since I saw the movie in May of 1977. 2 weeks later, I had a Luke Skywalker costume because my mother had no idea what I was talking about, and I made it. And I know that we've got actual evidence that we were doing it before July 4th of 1977. So yeah, I've been playing Luke for a while. Certes, en participant à la compétition organisée sur la grande scène de la New York Comic Con, ils peuvent affronter pas moins de 100 000 autres cosplayers, espérer remporter le Grand Prix et peut-être même une place au championnat du monde. Mais l'essentiel est ailleurs. I would say it's about being, embodying what you see, what you connect with in a character, because you know, comic book characters are so convoluted from the years and years they've been around. So there's so many different aspects you can do. And I find that cosplayers generally pick what they really connect with and then bring that out in their cosplay. And that's definitely what I do. As a cosplayer, I find many different inspirations and choose different characters. For me, cosplay is all about creative self-expression. I don't waste any money on a costume, on a character that I'm not deeply invested in, because it's a hobby, but it's an expensive hobby. So if I don't love the character top to bottom through and through, I just, you know, it's not worth my time and money. So for like Angela, I adore the character since her debut in like Spawn Comics and now in Marvel. And so when this design was released by Sideshow Collectibles, I was like, I have to do it. For this costume, he collects figurines and comic books and all that, so I saw a figurine that he put on the back of the bed, and just seeing a figurine itself, it inspires you to do more and be creative and also push the envelope by doing other things. So I've included lights this year, so every year I try to do better than myself. Well, you're up the entire night before a convention, rushing to do everything. I mean, last year before Sunday of Comic-Con, here, my best friend and I were up all night finishing his rocket and finishing my Nebula, and we were exhausted and cranky, but damn it, we looked good. Devenir Iron Man,
Angela d'Asgard, Luke Skywalker, et non simplement en porter les vêtements. Au-delà des questions d'heures et de budget, le cosplay c'est ça, se sentir réellement soi-même dans la peau d'un autre et aux côtés des autres. Cosplay is about evolution. It's about elevating. So sometimes cosplays are never done. You want to continue growing and evolving and making more changes, and then you want to bring it out and test it out there in the world. It's weird that you find yourself by being someone else. I'm actually kind of shy and introverted, and I find the best way to bond or become outgoing is to be a very powerful character, because this character would take no nonsense. She would walk into a crowd and do the interview and not be afraid. So for me, I'm like, well, I have to do it because I'm Angela. But then eventually you find your own strength and you realize I did that, that was me. Yeah, I was pretending to be Angela, but I was really me. And that actually gives you the strength to do other things, like go out for that job interview or ask that person out on that date. Because, you know, you just kind of think, if I can do this or that while in cosplay, dressed ridiculously, I can do this relatively normal thing in normal clothes, and like it takes my anxiety down a notch. So it is very much empowering. When competing in cosplay, you're really competing with yourself. You want to compete with the best of you, you learn the skills, you elevate your skills, and when you're being judged for cosplay craftsmanship competition, you're putting out your best work. So if you're going to be a champion for yourself first. Cosplay is for everybody. We're all nerds. We're all just nerds in costumes, and there's no reason to compete with other people. You know, we can nurture each other and have a better community than that. And if someone does get competitive with me, there's the door, they can walk through it. I don't need them. I don't need that. I enjoy putting a smile on people's faces and, you know, seeing the crowds and seeing the reactions, just seeing people go, wow, it's a great costume. And what I still find funny is that a lot of people ask me about the creation, and I have to let them know she's doing all of it. It feels empowering as a woman, especially a black woman, to be in a suit that feels empowering. So, and also something that I created myself. Bah finalement j'ai opté pour Leia. Ouais, bah écoute mec, je suis super fier de toi, j'ai pas les mots. Devenir Leia, pourquoi pas? Ou tout simplement devenir l'un ou l'une des 250 000 fans rassemblés pour cette édition 2018 de la Comic-Con new-yorkaise. Au moment de quitter les lieux, nous emportons avec nous quantité d'images et de souvenirs. Aquaman en action, durant 5 intenses minutes inédites présentées en exclusivité. Le visage de Scott Wilson, acteur emblématique de The Walking Dead, décédé durant la convention. Le nouveau trailer de Dragon Ball Super Broly, nous dévoilant un peu plus de combats qui s'annoncent tout simplement légendaires. Et bien sûr, le très attendu Hellboy, cette fois-ci incarné par David Harbour. Les premières images du film ont conquis la salle, pleine à craquer pour l'occasion. Ainsi s'achève cet événement, sur 1000 souvenirs, 1000 anecdotes, sur un record de fréquentation, après 4 jours de conférences, 4 jours d'achats effrénés, 4 jours de marche aussi, le long des immenses allées du Javits Center, qui fut un peu notre seconde maison. Mais aussi et surtout, 4 jours de belles, d'intenses rencontres, d'échanges, de tolérance, de respect. N'ayons pas peur du mot, 4 jours d'amour passionné pour ce que nous appelons la pop culture. Mais au fait, qui est la pop culture? Question absurde, étrange. Mais ici à New York, nous avons trouvé la réponse. Par le passé, elle fut Phil Selling et Sheldorf, les pionniers, les inventeurs d'une nouvelle célébration.
Elle fut Forrest J. Ackerman, le père fondateur d'une nouvelle façon d'être. Tout comme elle fut Dean Cain, le Superman de nos années 90. Aujourd'hui, elle est Scott Snyder, Pénélope Bagieux et Trevor Williams. Mais plus important encore, la pop culture, c'est vous. C'est toi qui as patienté pendant des heures pour obtenir la figurine de tes rêves. Toi qui as usé tes nuits sur la fabrication de ton costume. Toi qui as un jour imaginé ton propre comics, fondé ta propre maison d'édition. Toi qui aimes autant Marvel que DC, Funko que Super Seven. Toi qui es venu ici en famille, entre amis, pour dépenser une petite fortune dans ta passion. Ou tout simplement déambuler aux côtés de fans, de gens qui te ressemblent. Ou encore toi, toi, toi et toi. La pop culture, c'est vous. I am pop culture. I am pop culture. I am pop culture. I am pop culture. We are pop culture. I am pop culture. I am pop culture. I am pop culture. We are pop culture. 1, 2, 3, 4.